Quand j'ai découvert la Vallée verte, ça a été un moment privilégié, extraordinaire. Je suis tombée en amour, carrément. Ça a été le coup de foudre. C'est un endroit qui, pour moi, est apaisant, calme. C'est la nature dans toute sa beauté. Ça a été une raison déterminante pourquoi je suis restée. Et je pense que ma dernière réflexion, c'est ici que je l'ai fait aussi. Si je restais ou si je partais. Et j'ai décidé de rester. Je travaillais à Radio-Canada, tout le monde sait ça, j'étais maquilleuse à Radio-Canada et sur l'émission des Histoires des pays d'en haut. Alors, comme on faisait du tournage ici même dans le Raz, j'ai tombé en amour avec le coin, je trouvais ça magnifique. Et à ce moment-là, j'avais mes 2 jeunes enfants qu'on emmenait souvent sur le tournage. Et dans une cabine, dans un petit motel de Joliette, là, que tout le monde connaît, c'était pas évident d'être là chaque fin de semaine avec les 2 enfants. Et un jour, pendant le tournage, on est passé par hasard devant les petites écoles de rang qui étaient abandonnées. Alors, je me suis dit, si on s'intéressait à ça et voir à qui ça appartient, si on pouvait le louer comme chalet. Alors, ce fut fait. On s'est informé ici chez les Lépines et on nous a donné les renseignements, puis on a loué la petite maison, la petite école du 7e rang pour 1 an, avec option d'achat. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert Sainte-Mélanie et l'école de rang. On a commencé par rénover l'école de rang. On a laissé telle quelle assez longtemps, mais finalement, on a fini par la rénover pour l'installer en chalet. Et ensuite, on avait acheté à ce moment-là juste l'école de rang avec la cour de récréation, la grandeur de la cour de récréation. Il n'y avait pas ni électricité, ni eau courante à l'intérieur. Alors, on avait un puits de surface dans la cour d'école et on avait des lampes à l'huile. Et puis, pour le téléphone, on venait à la ferme pour téléphoner parce qu'on n'avait pas non plus le téléphone. On voulait se garder très, très champêtre. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Il faut dire. Alors, ça a été un apprentissage sur le tas, de vivre avec les vaches qui venaient autour de la maison, avec les chevaux, avec les ratons laveurs, avec les moufettes, avec toutes sortes de choses qu'on ignorait. Mais ça a été extraordinaire grâce à nos voisins. Il y avait très peu de gens dans la montagne à ce moment-là. Il y avait ici la maison de Louis Lépine et toute sa tralée. Ils étaient 11 enfants, alors il y avait du monde là. Et il y avait Julien, évidemment, qui était, lui, tout à fait à l'autre bout du rang Saint-Albert. Il y avait Nazaire et sa femme Laurette. Et il y avait aussi les Rivets, qui maintenant les Arparoses. Mais les Rivets, je les ai très peu connus. Et là où sont maintenant les Rondeaux, je me souviens même plus qui était là ou s'ils étaient déjà partis. Mais moi, ceux que j'ai connus, c'était les Lépines, c'est-à-dire Nazaire Lépine, Louis Lépine et Julien. Mais nous, on connaissait absolument rien, on connaissait rien quand on dit de la campagne. Alors, tout de suite, on s'est rapproché des gens qui étaient autour de nous pour leur demander conseil et on a trouvé des amis extraordinaires.
vraiment extraordinaires. Euh, C'était des gens simples, mais généreux, d'une générosité incroyable. Et moi qui étais là, en talons hauts, je craignais rien, hein, j'étais dans un fardoche, puis tout ce qu'on veut, mais en talons hauts, je me suis finalement acheté des chaussures plates, mais j'ai compris. Mais bon, euh, on a eu une fusion incroyable avec ces gens-là. Et je ne comprends pas encore comment ça se fait, comment c'est arrivé, cette chose-là. Ils nous ont donné des coups de main, ils nous ont donné des bons conseils, mais ils nous trouvaient un peu extravagants, faut dire. Mais c'était tellement... On formait vraiment une équipe extraordinaire. On allait les uns... C'était ma famille. Moi, je n'avais pas de famille, mon mari non plus. Alors, ça a été vraiment des frères, des sœurs, des grands frères, des grandes sœurs. On allait jouer aux cartes, on leur a appris à boire du vin, ils nous ont appris à boire de la bière. Ça a été vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, aussitôt que j'ai été sur place et que j'ai vu mes enfants qui étaient tout jeunes encore à l'époque, là, ils avaient 3 ans et 5 ans quand on est arrivé ici, et que je comparais avec Outremont où ils étaient dans une cage à poules, parce qu'on était au 3e étage d'un immeuble, avec un balcon, avec de la grille à poules pour pas qu'ils se cassent le cou. Et je me dis, non, il leur faut la liberté. Je les voyais tellement heureux à jouer dans l'herbe, se rouler dans l'herbe, que je me disais, non, je veux plus ça. Il faut au moins autre chose, avoir ça, au moins pour respirer les fins de semaine. Et très vite, on a envisagé l'idée que quand il serait assez grand, qu'on s'installerait ici. Quand on a acheté la ferme, il restait des poules, puis 2 chevaux, 2 magnifiques juments, Rosa et Belle. Et les gens qui avaient emprunté la ferme avaient décidé de s'en occuper. Finalement, alors, on a commencé par avoir des poules et les 2 chevaux. Et ces gens-là, eux autres, avaient des chèvres. Alors, on a eu des chèvres aussi à un moment donné. Puis, à un moment donné, ils étaient vraiment pas raisonnables, ils s'en occupaient mal. Alors, on a décidé que, bon, on devançait notre départ de Montréal et on venait s'installer carrément ici. On rénoverait, puis on aurait les animaux qu'on voulait. Alors, évidemment, quand on leur a dit que la ferme était libre, tout le monde est venu nous apporter. Il y en a un qui est arrivé un beau matin, nous apporter. On avait une 60aine de lapins. Alors, bon, on dit, on va élever des lapins. Alors, on a installé des lapins, des cages à lapins, puis on a installé des lapins. Et mon mari adorait les oies. Alors, il dit, bon, ben, les oies, les gens aiment ça, on va les vendre à Radio-Canada, il n'y a pas de problème, on va acheter des oies. Alors, on a acheté une 100aine d'oies, puis une 100aine de canards. Puis, voilà. Et on travaillait toujours à Montréal, nous. Alors, c'était un petit peu de travail, voyez-vous. Au bout de quelques années, bon, il est arrivé ce qui arrive dans bien des couples, un divorce, qui a été pour moi extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Pour les enfants aussi, qui étaient en pleine adolescence aussi. Alors, je me suis trouvée du jour au lendemain toute seule, avec les lapins dans la grange, les poules dans le poulailler. Et là encore, il faut dire que mes voisins ont été d'une gentillesse extraordinaire, d'une grande discrétion et d'une grande aide. À un moment donné, j'ai dit, je peux plus tenir ça, je peux plus
nourrir, voir tout ça, puis travailler en même temps, parce qu'il fallait que je gagne ma vie. J'avais plus qu'un salaire qui rentrait. Mes enfants étaient au cégep, les 2 enfants étaient au cégep. Il fallait leur fournir une voiture pour qu'ils puissent se rendre à l'école. Alors, c'était beaucoup trop pour moi. Et les voisins, un bon matin, m'ont dit: «Bon, on a tout vendu ça, les animaux ont disparu presque comme par enchantement». Alors, il fallait que je prenne une décision. Qu'est-ce que je faisais? J'avais envie de partir définitivement, moi. C'était ma première option. Et c'est en bas de la côte, en réfléchissant un soir, que je me dis: «Non, je ne peux pas quitter ça. C'est ici qu'il faut que si je veux continuer et continuer de façon autonome, de façon, je vais me débrouiller, je ne demanderai rien à personne, sauf à mes amis, mais c'est ici que je vais rester». Et en plus, je ne voulais pas non plus démolir complètement tout ce que on avait fait ensemble pour les enfants. Pour les enfants, je ne voulais pas détruire complètement leur environnement. Alors, je suis restée. La mission de la QDR, c'est de devenir, enfin, c'est la défense de droits. Si on prend ça à la lettre, c'est la défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Mais aussi, c'est d'essayer le plus possible d'améliorer leur vie au quotidien, de les sortir de l'isolement et surtout de les informer. Parce que bien souvent, les gens, il y a des ressources. On sait qu'elles sont pas ce qu'on voudrait qu'elles soient toujours, mais il y en existe des ressources et les gens ne le connaissent pas, ne le savent pas, qu'elles peuvent avoir des services, qu'elles peuvent avoir des recours contre un bail mal torché ou je ne sais pas quoi. Et ça, je trouve que l'information, des gens informés, ils sont plus en mesure de se défendre eux-mêmes. Alors, nous autres, on les aide en ça. On ne peut pas dire qu'on crie victoire pour une chose, mais on a toujours protesté. Et si on n'a pas gagné tout, on a peut-être empêché que ce soit pire. C'est déjà, je pense, un gain, dans un sens. Je pense que j'ai toujours été ramasseuse de chiens perdus sans collier. J'étais comme ça à l'école. La petite fille qui avait le plus de fautes dans sa dictée, j'allais à son secours, puis je trouvais bien injuste qu'on la mette dans le coin parce qu'elle faisait des fautes. Non, j'ai un sens aigu de la justice. Puis je pense que les malpris, là, les oiseaux qui tombent du nid, j'aime pas ça. Je les ramasse. Quand j'ai pris ma retraite de là, bien évidemment, je me retrouvais sans aucun salaire, avec juste la pension du gouvernement, ce qui n'est pas riche pour entretenir une maison, une voiture. Bon. Et je me suis dit, bon, ben je suis rendue là, il faut que je vende la maison. Alors, à mon grand regret, j'ai mis la maison en vente. À mon grand regret, j'ai fait la brave, mais bon, j'ai mis la maison en vente, il fallait que ça se règle. Puis un jour, je me suis dit, est arrivée la pandémie avec ça. Puis je me suis dit, je vais m'en aller dans une maison avec 50 personnes qui ne se connaissent pas. Puis ça va me coûter 1 200 $ par mois. Puis je vais rester ici. Alors j'ai décidé de rester tant que je le pourrais. Je l'ai très fortement. J'ai posé mes racines. Puis sont implantées profondément à Sainte-Mylène.